oneself, 'cause we can't trust ourselves, critically ashamed and all our fate. We'll make a murder scene, yeah, this is the American dream. You're gonna have to fight if you wanna believe, to see it all away. C'est trop tôt pour vous. T'as jamais vu Mike? Michael, ouais. C'est quoi votre stage name? Vous Moi, savez c'est pas? Michael Style, mais je suis aussi scripteur en arrière-scène, fait que ça peut être Michael, Michael. Michael. Robert. Pourquoi pas? Puis toi, t'as-tu un nom? Non, moi, c'est plate. J'ai déjà eu un nom parce que ça fait quasiment 25 ans que je lutte maintenant. Là. Fait que là, maintenant, je lutte sous mon vrai nom, là, Benjamin Toll. Mais pendant très longtemps, je me faisais appeler Jay Phenomenon. OK, pourquoi? C'est toi qui as choisi ça? Ouais, c'est moi. Oui. Non, je dis rien de mauvais, c'est curieux. Non, mais c'est juste qu'il faut comprendre que, de un, j'avais 18 ans quand j'ai choisi ce nom-là. Ouais. Puis dans le temps, la mode était à un vrai prénom avec un nom de famille qui se peut comme pas. OK. Fait que tu sais, t'avais des Chase Ironside, Frankie the Mobster, tu sais, t'avais tous des noms un peu de même, là, Joe Furio. Comme les stars de porno. Oui. De même, oui. Puis là, ben moi, Jay Phenomenon, je trouvais que ça sonnait bien. Puis j'étais dans ma passe de club, puis tout. Fait que je rentrais sur du Usher, puis j'essayais d'être le heartbreaker québécois, là, puis ça n'a pas tant marché, disons. Est-ce que vous avez commencé en même temps? Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes amis ou... Ben, on n'est pas amis. Non, on n'est pas amis. Mais on a commencé en même temps, mais Mike, il était du côté de Québec, puis moi, je suis de la région de Montréal. Fait que puis moi... Deux organisations complètement différentes, pas reliées. Ouais, non, exact. Puis, mais aussi, il faut que tu comprennes que dans le temps, la situation était que si tu étais pour une gang, tu pouvais pas te promener. Tu pouvais être juste pour une seule gang, puis c'était là, fallait que tu l'ailles tatoué sur le cœur, puis tu sois juste là pour eux autres, tu sais. Ouais, puis dans ce temps-là, moi, j'étais à Québec. Puis quand il y avait du monde de Montréal qui venait, c'était un événement. Là. C'était spécial. On avait des choix toutes les semaines. Puis là, tu avais une gang qui venait pour 2-3 semaines de Montréal. Puis c'était un happening. Il y avait plus de monde dans la foule. On avait la chance de voir des Frankie the Mobster, puis tout ça, de Jake Matthews. Mais à chaque semaine, c'était où que tu jouais? C'est où que vous faisiez de la lutte à chaque semaine à Québec? À Québec, c'était au Centre Monseigneur-Marcoux. OK. Un centre communautaire. C'est une grande salle. Il y a plein d'événements culturels là-bas. Parce qu'à chaque semaine, pour la lutte, c'est quand même beaucoup. Il y a beaucoup de choses que tu dois fabriquer autour de ça, puis beaucoup de main-d'œuvre. C'était-tu facile? Ben, moi, à ce moment-là, j'étais juste un élève. Fait que j'ai aidé à démonter le ring, puis j'avais aucune idée vraiment de toute l'organisation derrière ça. Aujourd'hui, de travailler sur des shows une fois par mois, des fois 2 fois par mois, moi, je le ferais plus. Tu vois, ça prend beaucoup, hein? Mais tu sais, il faut dire que souvent, pour un scénariste, là, tu me diras si je me trompe, mais tu sais, à tous les semaines, tu as le temps de rajouter de la profondeur dans tes histoires, tu as le temps d'écrire des trucs qui vont être beaucoup plus élaborés. Parce que au mois, oui, c'est plus facile parce que c'est moins d'entretien puis c'est moins d'heures à appliquer, mais garder l'attention de ton public, par exemple, il devient un peu plus sketchy dans le sens que ils vont être là. Les foules vont être plus grosses parce qu'ils ont moins d'argent à dépenser parce que ça va être 1 fois par mois au lieu de 4 fois par mois. Mais par contre, ce qui s'est passé le mois passé, ben, ça ne veut pas dire qu'ils vont s'en rappeler, à moins que tu leur offres du support, pas technologique, mais audiovisuel. Il y a une promo qui va sortir pour essayer de rappeler. Après ça, tu fais un montage vidéo pendant le spectacle pour replacer ce qui a pu se produire dans les shows précédents. C'est là que ça devient une game. Mais dans le temps, on était jeunes, on s'en foutait. On avait rien que ça à faire. Fait que c'était, moi, c'était plus aux 2 semaines là, à Montréal. Là, mais il y avait des places qui faisaient à tous les semaines aussi. T'as juste ça à faire, go. Le temps que le physique puis le mental, il suit, t'es là. Tandis qu'aujourd'hui, on a des enfants, on a une famille, on a une job. Fait que on est comme, là, à tous les semaines, ça serait beaucoup trop pour moi, en tout cas. Ouais, c'est sûr que pour un lutteur de lutter à toutes les semaines,
même, je dirais, tu es de lutter toutes les semaines à la même place. À un moment donné, tu deviens Non. comme complaisant, tu deviens habitué à ta foule. Mais ça devient incestueux aussi parce que tu es toujours contre le même monde. Fait que t'apprends pas, tu te fais pas challenger, tu connais tout le monde. Fait que tu sais, moi, c'est ça qui m'est arrivé. J'ai été 15 ans pour la même place. Puis partir de là, ça a été la meilleure décision que j'ai jamais prise de toute ma vie parce que pendant 15 ans, je luttais contre le même monde, j'avais aucun challenge, à moins qu'il y ait quelqu'un de l'extérieur qui venait puis que j'avais la chance d'être choisi pour lutter contre. Mais c'est là que ça devenait un peu plus challengeant pour moi. Mais tu sais, après un bout, j'ai fait que hey, là, ça n'a plus de bon sens, il faut vraiment que je tire la plug puis que j'aille ailleurs. T'sais. Ah, puis, moi, je me souviens qu'à partir du moment où tu as commencé à te promener ailleurs, à venir plus à Québec, à aller dans d'autres organisations à Montréal, c'est là que ton nom a vraiment monté, puis ta game a steppé up. Parce que lutter contre du nouveau monde, une nouvelle foule qui a un background différent. Le monde de Québec, le monde de Montréal, c'est un background culturel qui n'est pas pareil. Tu réagis différemment à certaines situations. Fait en tant que lutteur, tu dois t'adapter différemment à une autre foule. C'est comme en tant qu'humoriste, tu joues dans une salle, dans une ville, c'est pas la même chose à un endroit, à un autre. Tu t'adaptes à ton public. Fait que, ça te force à développer des skills que tu n'avais pas nécessairement avant. Est-ce que vous avez eu l'opportunité de lutter d'autres lutteurs partout au Canada, comme d'autres champions puis tout ça? Ben oui, ben tu sais, c'est sûr que faut que tu comprennes que les marchés les plus accessibles pour nous, mettons, à Montréal ou à Québec, ben ça va rester, mettons, l'Ontario, Ottawa, Toronto, ça commence à être une bonne ride, tu sais. Fait que ça se fait, mais sinon, tu as les maritimes, ben, ça fait que c'est beaucoup de routes. Fait que, pour moi, ça devient dur. Je l'ai fait, là, dans le sens que quand j'avais l'opportunité d'y aller, j'y allais. Mais est-ce que je cours après ça maintenant, aujourd'hui? Peut-être un peu moins. Non, s'il n'y a pas de l'argent, ça ne vaut pas la peine. Là, je veux dire, attends, on fait pas de... L'argent est-tu... mais... Non, elle n'est pas là dans le sens que c'est pas avec ça que je vais payer mon hypothèque ou quoi que ce soit. Ça devient un sideline, ça devient un petit peu plus. Mais c'est parce que là, ça ne devient pas une question d'argent. On le fait tout. Il y a de quoi qui nous drive, on sait que c'est pas une question d'argent, tu sais. C'est juste que là, après ça, ben moi, quand je décide d'aller, ou quand j'ai l'opportunité, mettons, d'aller lutter dans les maritimes, mais c'est pas un soir que je suis pas là. C'est comme 2, 3 soirs peut-être que je serai pas là. Puis quand je vais être de retour à la maison, je vais être brûlé parce que je vais avoir fait comme 12 heures, quasiment 24 heures de char, tu sais. Fait que là, après ça, ben là, je suis moins là pour ma famille parce que je récupère de mon week-end. Fait que tu sais, c'est plein de trucs comme ça qui vont te rentrer dans la tête de dire, OK, ben là, parce que j'étais à un point dans ma carrière que je peux pas me dire que la WWE ou la AEW est nécessairement accessible pour moi. Parce que tout est une question de casting. Après ça, ben là, ils veulent du monde un petit peu plus jeune, un peu plus en forme. Fait que, tu sais, réalistiquement parlant, ben, tu sais, je suis obligé de me dire, ben moi, ma carrière, elle va se limiter à qu'est-ce que je peux faire dans le monde indépendant canadien. Puis, tu sais, mon rêve, ça serait, mettons, d'aller aux États-Unis. Mais, tu sais, je sais que je ne deviendrai jamais un régulier aux États-Unis par le visa, par les complications que ça a pour nous d'aller de l'autre côté, tant que tu ne te fais pas supporter par une compagnie, une grosse compagnie aux États-Unis, tu sais. Fait à partir de là, ben, quand tu décides d'aller ailleurs, ben, faut que tu le fasses pour les bonnes raisons, dans le sens que l'argent, elle va être là, mais elle ne sera pas... Tu sais, si tu calcules le lunch qu'il faut que tu t'achètes, des fois, il y en a qui acceptent d'y aller sans se faire promettre une chambre d'hôtel ou sans se faire promettre le gaz, tu sais. Juste pour l'expérience. Juste pour l'expérience. Mais quand tu as 18, 20 ans, oui, vas-y, mon gars. Là. Mais moi, si je fais ça, là, puis que j'ai dépensé un 400-500$ sur 3 jours, que je ne l'ai pas fait profiter à ma famille, tu sais, je veux dire, ça devient... Mais ça, les choses changent. Je sais que Jeremy Prophet, je l'avais ici comme invité en anglais, puis il m'expliquait ça, comment c'est difficile pour les Canadiens d'aller aux États-Unis. Ouais, c'est horrible. Puis il me disait, pas juste ça, il me disait que c'est quand même pas très facile, je pense, pour les Québécois non plus. Quand ils sortent puis ils vont ailleurs au Canada, c'est encore un peu comme on a notre écosystème ici. Puis les portes s'ouvrent pas facilement. Alors ça, on a un peu de similarité, les lutteurs puis les humoristes, avec ça. Puis je pense que notre style de vie est très similaire. Tu sais, avec comment on se prépare pour les spectacles, comment on est vraiment seul beaucoup, puis on prend la route, on fait beaucoup de routes, puis tout ça. Alors, il y a beaucoup de similarités avec. Puis, tu n'as jamais une garantie. Tu fais ça pendant des années parce que tu aimes ça. Puis, il n'y a jamais une garantie que tu vas faire de l'argent ou tu peux vivre avec ça. Je pense que l'avantage des humoristes, par contre, c'est que... Notre corps n'est pas brûlé. Non, votre corps n'est pas brûlé, tu as raison, mais aussi, c'est que la plupart, la majorité populaire voit l'humour bien plus haut qu'elle voit la lutte, même si
on a un background de lutte au Québec incroyable, genre, dans le sens que l'histoire de lutte au Québec est vraiment grande, mais elle est complètement morte. Là, on travaille comme des débiles à la ramener depuis 8 ans, mettons. Mais tu sais, puis on a eu la chance d'avoir des super belles opportunités, avoir l'attention de médias qu'on n'aurait jamais pu espérer quand nous, on a commencé, tu sais. Fait que là, c'est de continuer cette évolution-là, mais tu sais, c'est s'assurer aussi que, tu sais, avant, je le comparais beaucoup à l'humour comme toi, mais tu sais, il y a un cheminement puis un chemin que l'humour a fait que nous, on n'est vraiment pas rendu là. Vraiment pas, là. Parce que Ça va prendre quoi, tu penses? Comme, ça va être des petites pas, bien sûr, mais je veux dire, prochainement, ça va être quoi que la lutte québécoise a besoin? Ben, je pense qu'un contrat télé régulier va aider, mais je pense pas que c'est tangible à ce point-là, qu'est-ce qu'on a de besoin. C'est juste que, tu sais, des fois, des modes puis des attentions, ben ça vient sans explication. Moi, c'est ce que je pense. Tu sais, oui, avoir un show régulier à la télévision, bien monté, avec des gars qui sont en forme, qui sont charismatiques, qui sont capables d'attirer l'attention, ça, on en a déjà pas mal. On l'a déjà eu dans d'autres fédérations, tu sais. Fait que ça va l'aider, oui, mais après ça, c'est pas garanti de est-ce que la population va s'intéresser à ça, tu sais. Puis après ça, ben, tu sais, qu'est-ce qui a donné les gros boosts de lutte dans le monde, mettons? Ben, moi, je pense que c'est une personne, un personnage, tu sais, c'est Hulk Hogan, c'est Stone Cold Steve Austin, c'est The Rock. Les bons moments. Mais c'est des bons moments, puis c'est des affaires que c'est pas calculable, là. Vince McMahon ne le savait pas, là, que ça allait skyrocket de même, là, tu sais. Puis ce genre de personnage-là au Québec, on l'a pas depuis, genre, Yvon Robert, là. Par contre, on a beaucoup de fous, mais pas les bons fous. Non, c'est ça. Mais ça prend des bons moments, ça prend les bonnes personnes, les bons personnages, mais ça prend aussi des gens qui ont un peu plus de visibilité puis qui vont endosser ces choses-là. Je peux pas mettre assez d'emphase sur le support de Robert Lepage qui nous a ouvert les portes du diamant à Québec, ce que ça le fait pour la lutte à Québec, puis toute la visibilité que ça nous a donné. Puis ça a passé d'un show, les 2-3 premiers shows, c'était comme un happening là, de venir voir la lutte au diamant à on sort les billets puis ça l'out des mois à l'avance en 2-3 jours. Là. Parce que j'aurais jamais pensé en 20 ans voir avec un show de lutte comme ça, puis c'est régulier d'année en année, puis ça a ouvert comme plein de portes, t'sais. Il y a une exposition en ce moment au Musée de la Civilisation sur la lutte au Québec. La NSPW. Chapeauté par Robert Lepage encore, tu sais. Fait que c'est une chance qu'on a à Québec d'avoir comme un monument comme ça qui s'intéresse à nous puis qui croit en nous. Et puis qui apporte une crédibilité aussi. Ouais. Mais en même temps, la NSPW a la plateforme nécessaire pour supporter tout ça. C'est là que ça devient important parce que si on était une gang de cabochons, que lui, il a vu on sait pas trop quoi dans nous, mais qu'on se présente pas bien, on livre pas la marchandise, ben tu sais, en bout de ligne, ça marchera pas. Mais là, on le sait qu'on a tous les matériaux pour construire le château, mettons. On sait qu'on l'a, là. Puis en plus, on a l'attention, puis on a de quelqu'un qui est crédible face à tous les médias mondiaux, là, tu sais. Mais là, après ça, ben c'est sûr qu'il y a un spark qui est comme hors de notre contrôle qu'il faut qu'il se fasse, j'ai l'impression. Est-ce que vous utilisez l'Internet assez, vous pensez, comme pour des live streams, des clips, des moments, comme essayer d'avoir des moments viraux? Est-ce que la lutte québécoise est là? Parce que quand je parlais à une autre lutteur, les choses qu'il me disait, c'est comme si l'utilisation de l'Internet n'est pas encore à un bon niveau. Tu vois, avec des shows que, OK, on va faire nous-mêmes sur Internet, ça va être à chaque semaine, ça va être ça. Comme AEW faisait avec Dark, puis il y avait l'autre NWA quand c'était acheté par... Power, NWA Power. Tout ça, je trouve que c'est bon. Oui, c'est bon d'être à la télé parce que c'est déjà automatique, mais d'avoir des shows consistants que tu peux quand même vendre des pubs à quelqu'un. Voulez-vous être partenaire avec nous? C'est à chaque semaine, c'est ça. Ça, c'est quand même fort, je pense. Ouais, ben, je pense que d'avoir une présence beaucoup plus importante sur Internet va, en bout de ligne, être plus bénéfique que peut-être un contrat télé. Je pense que la télé, éventuellement, est appelée à continuer un déclin. C'est encore présent, mais il y a beaucoup de contenu qui est bougé vers les plateformes web, vers les streaming services. Donc, je pense que la lutte québécoise pourrait faire plus de ce côté-là, mais encore là,
il a le faire, puis il a bien le faire. Ouais. C'est facile d'avoir quelqu'un qui va faire une vidéo de 15 secondes pour mettre sur TikTok, mais si ça ne capte pas l'attention, si ça n'a pas l'air professionnel, comme Benjamin dit, on a la plateforme au niveau de la lutte, au niveau du ring, au niveau du setup pour présenter de quoi de qualité, mais au niveau du multimédia, ça prend des gens qui vont être capables de faire du contenu de qualité qui va capter l'intérêt. Mais il y a quand même des efforts qui sont faits. Oui. Si on prend juste la NSPW en exemple, il y a une plateforme qui existe qui s'appelle IWTV, qui est comme le Netflix de la lutte indépendante dans le monde. Fait que c'est 10 $ par mois, puis là-dessus, tu as plein de places qui existent. Puis il y en a 3-4 québécoises, dont la NSPW qui est là-dessus. Fait que ça, tu vois les shows mensuels sur cette plateforme-là, qui est mondiale, là, mais tu sais, qui est beaucoup plus populaire. En direct? Est-ce que tu peux les voir en direct? Tu peux les voir en direct. Nous autres, on stream en direct là-dessus. Puis il y a un club école à la NSPW qui s'appelle Next Generation. Generation Next, excuse-moi. Ouais. Puis ceux-là sont live sur YouTube, tous leurs spectacles, tu sais, gratuits pour tout le monde. Fait que tu sais, je veux dire, l'effort est fait. Puis si tu te transfères à Montréal, ben, tu as la IWS qui existe. Ouais. Ils sont sur Fight. Qui s'appelle plus Fight aujourd'hui. En tout cas, peu importe. Thriller. Ouais, c'est ça, qui est comme un truc de même. Puis tous leurs shows d'élèves aussi sont relativement trouvables sur YouTube. T'sais. Fait que l'effort est fait, là. C'est plus comme dans le temps, quand admettons, tu recules de v'là 10 ans, quand la plateforme IWTV n'existait pas ou quoi que ce soit. Là, j'aurais pu te dire, ah oui, absolument, on a vraiment besoin de donner une shot. Mais tu sais, il y en a plein de projets comme ça qui ont essayé de voir le jour, de fédérations comme la NCW qui a essayé d'avoir son show hebdomadaire d'1 heure sur YouTube. T'sais. Mais je pense qu'il y a quand même un snobisme, même si c'est beaucoup plus populaire que ça l'a été, mettons, 25 ans, il y a quand même un snobisme face au DIY. J'allais dire DUI, là, je savais que mais tu sais, il y a un snobisme envers le DUI aussi. Ouais, absolument. Mais tu sais, il y a un snobisme face à ça de, ben tu sais, on a de l'air moins professionnel parce que les lutteurs sont moins gros, sont moins saucés que le temps, là, tu sais, on va se le dire. Fait que tu sais, la mentalité est encore que si t'es un lutteur, ben t'es obligé d'être un frigidaire découpé au couteau, tu sais, puis c'est comme, ben c'est plus ça la réalité, puis c'est là, à la limite, même plus à la WWE, tu comprends-tu? Oui, il y a des gens sceptiques. On a besoin de réalistes, on a besoin de gens à qui tu peux te dire, ben cette personne-là, je peux m'associer à ça, je pourrais être comme lui, ou je pourrais carrément l'affronter, tu sais, ça devient bien plus intéressant pour toi. Puis après ça, ben là, c'est sûr qu'avec le UFC qui embarque, puis tout, ben là, on a une séparation de mentalité, il y en a qui aiment ça juste le réel, mais tu sais, moi, perso, j'aime pas ça le UFC, parce que ça peut être plate en tabarnak, là, tandis qu'avec la lutte, ben tu sais, règle générale, ça va être divertissant, peu importe, parce qu'on le prévoit. Donc, on va s'assurer que ça soit spectaculaire et que ça soit intéressant, tu sais. Fait que c'est juste aller d'organiser. Tu me dis que c'est tout scripté? Ouais. C'est ça que tu essaies de me dire ici? Sorry de briser tes rêves, mon chum, mais... On a une exclusive. Ouais, moins que la boxe, j'imagine. Ouais, ça c'est bien dit. Ouais, c'est effectivement moins que la boxe. Est-ce que vous avez des grandes rivalités avec d'autres organisations? Je sais qu'il y a le IW... C'est-tu IWS, c'est ça? IWS, ouais. IWS, que Mike Patterson, il fait partie de ça des fois. C'est-tu Mike Patterson qui fait... il joue une manager? Non, Mike il est rendu avec la MEW, qui est la fédération de son frère. Ah ouais, c'est ça, c'est son frère. Mais Mike a été à la IWS pendant un certain temps, ouais. Puis maintenant, il fait comme son heel manager et tout ça, j'adore. Exact. Est-ce que vous avez des rivalités ou c'est cool avec toutes les organisations? C'est tous des différents marchés. T'sais, à Québec, on est pas mal tout seul. À Québec, il y a juste nous. À Montréal, il y a vraiment beaucoup de promotions. Mais moi, ce que j'aime, c'est qu'on se concentre sur notre foule, notre produit, puis essayer de livrer quelque chose de qualité. On est dans trentaine, quarantaine. On a déjà assez de job à faire à monter ce show-là, puis à livrer la marchandise que j'ai plus le temps de me casser la tête avec des chicanes de clocher. Mais ça va juste. Mais ça existe encore. Ben, il y a du drama dans n'importe quoi. Là, je veux dire, c'est sûr qu'il y a quelqu'un du terminal qui bitch un peu quelqu'un du bordel. Là. Je sais pas si tu comprends. Là, il y en a de ça. Là. C'est sûr qu'après ça, dans des marchés, ben, c'est juste que c'est de l'incompréhension, j'ai l'impression. Puis c'est plus du pourquoi que les autres sont plus populaires que nous quand nous, on travaille? Parce que tout le monde travaille fort en bout de ligne.
tout le monde se donne à 100% dans leurs affaires. Fait que, tu sais, ça devient tough de voir que l'autre est plus populaire que toi. Là. Tu comprends-tu? Fait que c'est là que ça devient genre que oui, il va y avoir un petit peu de chicane, de la prise de bec. Mais tu sais, en bout de ligne, on aime tout ce qu'on fait. Puis ceux qui finissent par être au top, c'est ceux qui s'en calissent puis qui se concentrent sur qu'est-ce qu'ils font. Tu comprends-tu? Parce qu'après ça, si tu fais juste te concentrer sur de la chicane, tu sais, moi, je trouve ça divertissant, là, voir du monde sur Facebook qui se pogné, là, mais je commencerai pas à embarquer dans la chicane parce que j'ai d'autres choses à faire. Tu comprends-tu? Fait que là, rendu là, si toi, ça te drive de faire ça, ben tant mieux. Mais pendant ce temps-là, Big, t'avances pas. Là. Mais aujourd'hui, peux-tu faire, par exemple, on va dire, tu défends ton titre, puis après, tu vas comme une surprise, puis tu es à une autre organisation? Est-ce que vous avez le droit de faire un peu le cross oui. stream maintenant? C'est parce que c'est pas... Excuse-moi de te couper. C'est pas que c'est un cross, c'est que moi, je suis un lutteur indépendant. Ouais. Fait que j'appartiens pas à personne. Fait que, tu sais, je suis régulier à la NSPW, je suis champion de la NSPW, mais je suis régulier aussi à l'IWS, je suis régulier à Battle War, tu sais, puis je suis régulier à C4 à Ottawa. Fait que, tu sais, parce que tout fit dans mon horaire. Mais, tu sais, j'ai le droit d'aller lutter où que je veux. Personne va dire, hey, pourquoi t'es allé au MEW, je sais pas quoi. Ben, ça se peut qu'il y ait cette discussion-là de, hey, le promoteur m'a dit, moi, j'ai pas aimé ça que t'ailles là. Mais là, après ça, tu sais, c'est moi qui ai envie de dealer avec ça parce que c'est mes affaires. Puis, tu sais, je dirais pas non à un booking, puis je dirais pas non à de l'argent ou un payoff de plus parce que toi, ça fait pas ton affaire. Tu sais, ce payoff-là, toi, tu vas-tu me le donner? Tu vas-tu me le garantir, cette date-là? Non? Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Là, après ça, ça devient de... Moi, j'ai été champion à 3 places en même temps. Ça, c'est cool. Puis, ben, merci. Je disais pas ça pour brag, là. Non, mais c'est quand même un bon brag. C'est pas tout le monde qui fait ça. Non, je comprends. Mais aussi que je voulais en venir, c'est que là, ça devenait... OK, ben là, il faut que j'aille perdre à quelque part. Fait que, tu sais, il a fallu que j'aille des discussions, que je m'assoie avec du monde à dire, bon, regarde, là, moi, je m'en vais lutter là-bas. Tu sais, dans les faits, oui, je suis champion partout, fait que c'est moi qui devrais gagner. Par contre, on le sait très bien que si je perds ce soir-là, l'histoire elle va être bien meilleure, genre. Puis le monde va bien plus triper, puis la réaction va être bien meilleure. Ça vous dérange-tu? Puis là, ben, c'était de, ben, tu sors-tu avec notre ceinture ce soir-là? Non. Bon, ben, t'entacheras pas ce qu'on est en train de créer, nous, de notre côté. Fait que, tu sais, fais ce que tu veux, parce qu'en bout de ligne, tu sais, oui, ça se travaille, oui, ça se ramasse sur les plateformes ou quoi que ce soit, mais tu sais, personne ne s'en souvient la semaine d'après, tu sais. Fait que ça devient que si toi, tu vas aller lutter, mais tu sais, je me suis déjà fait dire, j'aimerais ça que tu n'ailles pas là-bas. Ben, tu sais, après ça, c'est une discussion de est-ce que je décide de respecter ce que tu me demandes ou je te dis, moi, ma façon de voir les choses puis de dire que si je vais y aller ou pas, tu sais. Je pense que rendu là, c'est juste d'être honnête avec tout le monde puis d'être straight up puis de dire, hey, moi, c'est comme ça, je le vois puis si t'es pas content, ben tant pis. Y a-t-il des gens que, comme, vous allez refuser de travailler avec certaines personnes ou vous êtes toujours ouvert comme, écoute, même si je m'entends pas bien avec telle personne, je m'en fous de lui, moi j'ai ma carrière, je vais quand même travailler là-bas. Oui, il y a certaines personnes où c'est impossible, je ne veux pas travailler là-bas à cause de telle personne. Ben, je te laisserai répondre du point de vue de lutteur, là, mais du point de vue d'organisation puis de scripteur, il y a absolument du monde qu'on ne veut absolument pas avoir. Je veux dire, c'est un show, là. Puis, il y a une trentaine de personnes backstage. Puis, quand tu es dans le ring, tu luttes avec une autre personne qui, tu remets ta santé puis ta sécurité entre ses mains, là. Fait que, il y a du monde qui ont des attitudes de marde, qui se prennent pour d'autres, puis qui sont là plus pour eux autres que pour contribuer au show. Moi, je suis pas intéressé à travailler avec eux autres. T'sais. Je veux essayer de garder le plus possible une belle ambiance backstage, puis qu'on travaille tous vers le même but, puis c'est donner le meilleur show possible au monde qui paye pour venir voir ce show-là. C'est une responsabilité qu'on a quand on fait un show de livrer un produit de qualité. Le monde dépense leur argent pour ça, puis ben ça, tu le fais en ayant les meilleurs lutteurs possibles. Ce qui fait que oui, tu vas prendre des lutteurs qui vont lutter un peu partout, mais si tu vas avoir le meilleur roster possible, c'est des sacrifices qui viennent avec. Mais ça te prend aussi du monde qui ont une bonne tête sur les épaules puis une mentalité, puis qui sont pas là juste pour eux autres, mais pour contribuer au produit au complet. Puis est-ce que Jacques Rougeau a une bonne comme réputation maintenant avec le lutteur? Parce que moi, je l'avais amené en anglais pour faire une entrevue. Puis après ça, j'ai reçu des messages des lutteurs québécoises. Ouais. Il y avait plein de personnes qui disaient « Non, pas lui, pourquoi tu fais ça? » Puis je savais pas qu'il y avait toute cette drame puis toutes ces... ça m'a rendu très, très curieux. Ça m'a rendu très curieux. Puis j'étais comme « Oh shit, ça devrait être plus public. » Si le monde savent qu'il y a beaucoup de caractère puis beaucoup de... comme histoire dans ça. Excuse-moi, je vais pas te couper, mais il y a une affaire, il faut que tu comprennes, puis je vais laisser partir Mike après parce qu'il y a plus de vocabulaire que moi. Tu m'as vu renter dans ma tête. Oui. Mais c'est pas la première fois que
moi, ça vient me chercher vraiment intense. Okay? Il y a une affaire qu'il faut que tu comprennes, c'est que Jacques Rougeau, là, je vais donner tout ce que sa famille a fait pour la lutte au Québec. Okay? Je vais donner ce que Raymond Rougeau fait pour tout ce qu'il y a au Québec. Okay? Puis je vais lui donner genre sa run à WWE, champion intercontinental, champion par équipe. Ça, là, c'est le fine. Maintenant, ce que Jacques Rougeau a fait pour la lutte au Québec après, c'est de la tabarnak de cochonnerie. OK? Parce que C'est ça les messages que je reçois. au lieu de genre, tu sais, toi là, je veux pas faire de lien boiteux, là, mais tu sais, toi, t'es très proche de Mike Ward, OK? Puis Mike Ward s'est reconnu qu'il fait tout pour la scène de l'humour au Québec, OK? C'est vrai. Quitte à se mettre en deuxième pour s'assurer que tout le monde est capable de level up, parce qu'il sait qu'en bout de ligne, anyway, ça va revenir à tout le monde, puis tout le monde va en profiter, OK? Ouais. Jacques a fait complètement le contraire. Complètement. Puis ça, je niaise pas du tout, là. T'as juste à regarder des vidéos sur YouTube de 110% quand il y a une grosse discussion entre une fédération indépendante à Montréal qui s'appelle la ICW, puis Pierre-Carl Ouellette, qui représente Jacques Rougeau, à descendre ce que la lutte est au Québec en disant que c'est de la cochonnerie, puis que la seule affaire qu'il faut aller voir, c'est le show familial de Jacques Rougeau. Ça, d'autres, là. Ça fait mal. Ouais. Puis en plus de ça, là, en 25 ans, tu sais-tu combien de fois j'ai vu Jacques Rougeau dans un backstage? Une fois. Puis ça, c'est quand il est parti Lutte Academy, puis il essaie de venir nous licher pour qu'on fasse partie de son projet. Tu vois, j'aurais même pas nommé Lutte Academy. Ben, J'aurais même pas donné cette plateforme-là. Fait, C'est un... OK. Jacques Rougeau, là, a eu l'opportunité d'aider à élever la scène pendant des années, puis il a fait fuck all. Au contraire, non, comme tu dis, il a craché sur la scène over and over and over. Puis il a eu besoin de la scène quand il a voulu partir son projet, que là, il s'est mis à essayer de se mettre chumé avec toutes les promotions, à faire des pauses, à taguer toutes les promotions pour essayer d'avoir cette attention-là. Puis après ça, faire des entrevues crissement condescendantes où il dit « Inquiétez-vous pas, les petites promotions, là, je m'en viens pas prendre votre place. » La lutte québécoise, dans les 20 dernières années, n'a pas eu besoin de Jacques Rougeau et en ce moment est dans un meilleur état que si Jacques Rougeau avait contribué. à la limite, on en et avait dans besoin, un meilleur mais on état, l'avait pas. Puis la lutte québécoise en ce moment est dans un meilleur état que tout ce que Jacques Rougeau a fait au Québec. Il peut rester avec son petit projet de merde dont tout le monde se calisse, puis nous autres, on va continuer à faire des shows crissement à sa coche, puis qu'il reste dans son coin. C'est juste que tu nous as chié sa tête pendant comme 25 ans, puis là, que tes enfants veulent plus lutter, parce que c'est ça la raison pourquoi ils startent Lutte Academy, c'est que ces gars, ils ont dit, écoute, nous, la lutte, c'est terminé, on veut plus rien savoir. Fait que là, lui, il fallait qu'il se trouve un projet pour lancer ses affaires. Fait que là, il a eu la brillante idée de sortir la Lutte Academy. Puis là, il s'en vient dans nos backstage en pensant qu'on va l'accueillir les bras ouverts. Big. Puis come on, là. C'est fâchant, puis à chaque fois que tu me parles de Jacques Rougeau, je viens émotif, je viens craqué parce que... C'est pas le seul, c'est pour ça que je te dis, pour moi, je parle à des lutteurs, puis ils me parlent de lui à chaque fois, puis t'aurais pas dû l'inviter, puis ils me disent toutes des histoires j'ai la différentes. chance de dire ce que Jacques Rougeau a fait pour la lutte au Québec à n'importe qui me parle. Parce qu'à chaque fois qu'on dit qu'on est lutteur, c'est sûr qu'on va entendre parler de Jacques Rougeau. Mm-hmm. Genre, ah ouais, ben moi, j'écoutais Jacques Rougeau, mais moi, dès que j'ai l'opportunité, je dis, ce gars-là, c'est un mangeur de marde. Faut que tu comprennes, ça fait 20 ans qu'on se bosse le cul pour essayer de remonter l'image du produit, de rendre ça crédible, de rendre ça professionnel, qu'on prend ça au sérieux. C'est une passion, là. Scripter des shows, ça habite ma tête 23 heures sur 24. Là. Je suis tout le temps en train de penser au prochain show, à la prochaine histoire, à la prochaine rivalité, à comment la foule va réagir, à vers où qu'on s'en va. C'est dans mon corps, là, c'est dans mon sang. Puis quand il y a quelqu'un comme ça qui a craché sa business au Québec pendant des années, qui veut venir en profiter parce qu'il pense que tout le monde va l'accueillir comme un sauveur, c'est sûr que ça vient nous chercher. Là. Mais où c'est que ça devient fucked up, c'est qu'aux États-Unis, ils le voient big, Jacques Rougeau. Fait que, tu sais, on t'écoute des podcasts, admettons, ben, tu sais, pas tout le monde, mais tu sais, t'écoutais... On le respecte. Ouais. Non, mais Bruce Pritchard, qui est comme un des plus grands, là, genre, il est dans son podcast, puis il parle en bien de Jacques Rougeau. Parce que, probablement, genre, sur place, c'était un travaillant, tu sais. Je veux dire, Chris, il a été champion intercontinental, champion par équipe. Ça veut pas rien dire, ça, là. Non, ça dit quelque chose. Parce qu'il y a un travail qui a été fait, puis il y a un talent, là, genre, ça, on va pas y enlever. Mais c'est juste qu'après ça... T'es revenu au Québec quand tout ça s'était terminé. Tu t'es mis dans ton petit coin à partir de ta petite affaire. À la limite, ça, je peux respecter ça. Mais tu nous as chié dessus en disant que tout ce qu'il faisait d'autre, c'était de la marde. Puis là, après ça, tu penses qu'on va être chill avec toi? Genre, ben non, esti, là. Je veux dire, allume, là. Mais ça me semble que c'est normal, là, genre. Mais là, vu que lui, il se fait licher parce que
Son projet de Lutte Academy, là, c'est à Montréal. Ouais. Mais des Montréalais québécois, là, il n'y en a pas tant que ça sur le show. Puis c'est tout du monde qui débarque des Maritimes, de l'Ontario, puis même des États-Unis, puis qui se font dire « Hey Chris, Jacques Rougeau fait un show, puis il veut m'avoir sur son show. » C'est comme malade, mais il ne me paye pas, j'ai pas le droit de vendre de marchandises, mais par contre, ça se peut que je gagne 10 000 à la fin de l'année, quand on sait très bien, tabarnak, qui sait déjà qui va l'avoir, le 10 000 à la fin du projet, tu sais. Fait que là, il fait accroire ça à tout ce monde-là, qui boit ses paroles parce que ce gars-là a déjà été populaire à la WWF avant, mais personne n'allume en se rendant là-bas que Chris, tous les meilleurs au Québec sont pas là. Puis ça devrait t'allumer une lumière. Ça devrait te dire, hey, il y a de quoi qui marche pas, là. Puis au début, c'était vendu comme un produit où ça allait être juste des lutteurs québécois. Puis jusqu'à temps qu'ils se rendent compte que 95% de la scène ne veut rien savoir de participer à son show. Ouais, au début, quand il me parlait de ça, je pense qu'il est venu à mon podcast anglais, c'était vraiment ça. C'était pour les lutteurs ici, pour les lutteurs québécois. Oui, il voulait donc... augmenter la scène. Il voulait nous donner de la visibilité. Il voulait qu'on profite de qu'est-ce que lui est capable de nous amener. Mais d'autres, c'est pas là qu'on en avait besoin, là. C'était en 99, en 2000 puis en 2001 quand c'était mort puis qu'on luttait devant 80 personnes. C'est là qu'on en avait besoin. Parce que nous autres, on mange notre pain noir pendant 20 ans. Puis toi, tu reviens ici quand que finalement, on était capable de faire le quoi, là. Finalement, si on a de l'attention, finalement, on a des salles de genre 7, 800, 1000 personnes. Il y a du monde qui font... Il y a un show à Gatineau qui va se faire, là, présentement. Ils ont 2500 billets de vendus, là. Tu sais, je veux dire, là, quand on s'est tout retroussé les manches, qu'on a tout dégaine assis dans la dirt pendant 20 ans, là, tu reviens, puis là, tu nous demandes de participer à nos affaires. Hey, pour vrai, va chier, là. Ça, je comprends. Parce que tu as donné un bon exemple avec Mike. C'est complètement le contraire. Complètement. Complètement le contraire. Mais tu sais, je veux dire, Chris, il doit être assez intelligent pour le comprendre, ça, là. Je peux pas croire. Mais peut-être pas si personne... Ben, maintenant, c'est sûr qu'il a entendu, parce que si moi, je reçois des messages, c'est sûr que lui, il reçoit des messages. Mais je veux juste dire... Hey, Mike, tu as déjà envoyé un message. Non, j'ai déjà envoyé Non, mais y a-tu messages. des gens qui lui parlent, comme tu as dit, il était à 110%, mais y a-tu un scénario public ou un podcast où les gens le discutent et comme, hey, Non, mais qu'est-ce que t'as fait pour nous? Pourquoi t'as fait ça? C'est parce que ce qui arrive, c'est que quand il est dans une entrevue de radio puis quelqu'un appelle puis essaye de le confronter là-dessus, il fait couper la ligne. Quand tu y écris sur Facebook, il te bloque. Fait que tu sais, il bloque out ce noise-là tout ce qui est contraire au narratif qu'il essaye de présenter. Fait que, tu sais, puis en bout de ligne, de réussir à y faire comprendre ça ou de le convaincre, franchement, à ce stade-ci, je m'en calisse. Ouais. Puis le pire, c'est qu'à la limite, je pense qu'il nous snob quand même parce qu'on a travaillé fort, on a amené ça à un autre niveau, mais on n'est pas au niveau qu'eux étaient avec leur famille, avec Lutte Grand Prix, puis toutes ces affaires-là, tu sais, c'est ou Lutte internationale. Mais ça, c'était une autre temps. Ça, c'était une autre époque, je comprends, mais tu sais, je veux dire, c'est ça qu'il a vécu, lui. Ouais. Fait que genre, après ça, il doit encore se demander, ben pourquoi nous... qu'on n'est pas là, qu'on l'atteindra peut-être probablement jamais, là, genre cette récurrence-là, pour plein de raisons sociologiques dans le monde. Là. Ouais. On reviendra peut-être jamais à ça, mais tu sais, d'après moi, il se dit, ben ils ont besoin de moi parce que moi, je l'ai vécu, puis moi, je sais comment le faire, mais t'es comme, non, dude, on a fait notre propre affaire, là, genre, puis on l'a travaillé fort, puis on va le garder. T'sais. Sauf qu'avec ses shows, il n'a jamais réussi à le faire. T'sais, il faisait un show, quoi, aux 6 mois à remplir le 3/4 de la salle à donner des billets. T'sais, c'est pas ça, là. Oui. Nous, tout le monde qu'on va avoir le 15 juin là, au pavillon de la jeunesse, là, au pavillon Guy Lafleur, là, ben, c'est tous des billets qu'on va avoir vendus. Là. C'est des billets qu'on va avoir travaillés. Là. Rendu là, je suis d'accord avec toi. Là, j'essaie de juste faire un peu l'avocat du diable en me disant, écoute, là, le gars, il a je comprends là, qu'il a donné des millions de billets. Ça en était un running gag. Là, tout le monde riait de ça. Là, mais je veux dire... Il a quand même permis à des gars de lutter au Centre Bell. Il a quand même permis à des gars de lutter au Stade Jarry. Fait que, tu sais, comme en soi, là, nous, on le sait que c'est de la bullshit. Là. Nous, on le sait que ça vaut pas ce qui monte. Mais, tu sais, pour lui, c'est des accomplissements certains. Tu comprends-tu? Fait que dans sa logique des choses de nous regarder, ben c'est sûr que ça le nourrit à dire qu'on a besoin de lui pour aller à quelque part. Mais tu sais, on s'assoit demain matin là, avec Jacques Rougeau, là, puis on se dit, OK, là, on va faire un asti de gros show, là, une grosse affaire. Là. Puis là, le première affaire qu'il nous dit, c'est, ben là, il faudrait donner le plus de billets possible. Fait que là, on va être là, ben non, tabarnak. Je veux dire, on veut faire du profit, nous autres, avec cette histoire-là. Mais là, il va être comme, ben non, on va avoir des commandites. On va donner le plus de billets possible. Il faut que ça ait l'air big pour la prochaine. Tu sais, je veux dire, c'est pas illogique ce qu'il fait. Il comprend le business, un côté du business quand même, c'est sûr. Oui, parce qu'en bout de ligne, il les a remplis, ces salles. Mais nous, on le sait que
c'est de la merde. Mais tu sais, si en bout de ligne, avec tes commanditaires et tes affaires, ben tu sais, tu break even ou tu fais un petit peu de cash, ben tu sais, c'est sûr qu'ils continuent dans cette allée-là. Mais nous, c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut être fiers de ce qu'on fait, puis on veut s'assurer que quand on dit, ben c'est ça qu'on a fait, c'est ça qu'on a fait comme profit, puis c'est cette salle-là qu'on a remplie de nos blancs chemins, ben tu sais, je veux dire... ça va être à nous de décider notre camp. Là, tu sais. Je te dis qu'il y a beaucoup de similarités avec le stand-up. C'est drôle que tu parles des billets parce que j'avais fait une headline à Ottawa. Le monde savent, mais je ne vais pas nommer le club. Mais en octobre. Puis après mes 2 shows, je parlais au staff. Tu sais. Ils disaient c'était des bons shows, puis c'était bon de voir des vrais billets. Puis je suis comme, qu'est-ce que tu veux dire? Elle dit, ben, tous tes billets, c'était tout vendu. C'est tous des gens qui ont acheté des billets. Puis, ben, habituellement, ils n'achètent pas des billets. Puis elle me regarde, comme, ouais, habituellement, on me donne la moitié de la salle. Puis j'étais, je savais pas que ça marche comme ça. Elle dit, ouais, c'est ça, c'est à la radio parce qu'on doit montrer qu'il y a des gens. Mais, ouais, puis moi, je savais pas que ça marche comme ça là-bas parce qu'elle m'a dit, c'est des vrais billets, des gens vraiment sortis pour te voir. We're gonna make money tonight. C'est ça. Puis j'étais comme, tabarnak, ça, c'est insane d'avoir des shows puis personne ne veut venir. Ouais. Puis, Puis c'est sûr que ça doit donner aussi une différence sur la réception de la foule puis l'investissement dans le show. Tu sais, quand tu as payé ton billet pour aller voir un show, c'est parce que tu veux vraiment être là. Ah, tu vas être bien plus investi dans le spectacle, ça, c'est sûr. Ça, si tu as reçu un billet gratis, tu vas y aller, ça te tente visiblement là, de y aller, mais comme tu dis, tu es moins investi, tu es moins dedans, tu es moins un fan de ce qu'il y a là. Moi, j'aime mieux avoir une salle payée de 500 billets que d'avoir 1500 que le 3/4 ont été donnés. Ouais. Ça sera pas la même énergie, ça sera pas la même réception. Les lutteurs le vivront pas pareil. Oui, c'est cool, là, une salle qui est pleine comme ça. Ouais, mais quand ils sont avec toi. C'est ça. Ouais. S'ils sont endormis. C'est ça. 1500 personnes sur le sel là, qui regardent pas le show. Là. Mais en même temps, tu peux te ramasser devant des foules qui sont pas des foules de lutte, là, qu'on appelle, là, qui sont pas des vrais fans. Puis là, un body slam, ça va les impressionner. Là. Genre, une chop, man, ils vont gueuler comme des malades. Fait que, tu sais, ça devient vraiment cool de travailler devant ça. Mais après ça, tu tombes devant une autre gang qui sont pas des fans de lutte, plus corpo, mettons. Puis là, les autres, ils s'en calent. Mais tu sais, il y a une différence entre aller, mettons, un show dans un festival où est-ce que, tu sais, le 3/4 du monde sont là pour d'autres choses, puis qui regardent le show de lutte, puis qui vont triper, puis qui vont réagir, versus quand tu es en train de bâtir quelque chose à long terme, de mois en mois, puis de bâtir un produit que tu essaies avec tes histoires, avec les matchs, de capter l'intérêt du monde, puis de les ramener de mois en mois, puis d'avoir quelque chose qui est continuel. Ça te prend quelque chose qui va attirer le monde à payer leur billet et à venir over and over. Je pense pas que la NSPW, on serait là aujourd'hui si on faisait juste donner des billets tout le temps. Là. Mais en partant, on n'aurait pas d'argent, on ne paierait pas ouais, c'est ça. On lutterait tout gratis, là, en tout cas. Là, mais j'ai beaucoup de respect pour les lutteurs, man, parce que depuis que j'étais petit, je check la lutte puis j'aime ça. Mais juste, qu'est-ce que vous faisiez avec votre corps? C'est incroyable. C'est les risques que vous prenez. Tu poses pas de questions. Là. Aujourd'hui, je le regrette peut-être un petit peu. Là, mais... ça devient ton truc à toi, là. Fait que t'es comme, je suis comme pas capable d'arrêter, mais non, je sais bien, mais je veux dire, aujourd'hui, quand que, genre, je vais toujours m'en souvenir, là, quand j'ai eu mon premier enfant, là, puis là, genre, je m'avais défoncé les genoux pendant un match pour XY, là, puis là, j'avais de la misère à donner le bain à ma fille, là j'étais comme, tu sais, pour à peine, là, genre, le tiers de qu'est-ce que je peux faire dans ma journée au travail, là, ouais, genre, j'étais comme, ouais, tu sais, voyons, la passion, c'est nice, là, mais en bout de ligne, mais ça me poussait, par exemple, à travailler plus intelligemment aussi. T'sais, quand t'es jeune, là, tu fais n'importe quoi là, pour vraiment te défoncer, puis te péter, puis tout ça. Puis là, ben, tu sais, avec la crédibilité que j'ai, avec la grosseur que j'ai aussi, je suis capable de, genre, jouer plus old school, plus... fait que, tu sais, c'est plus spécifique, c'est plus ciblé ce que je vais faire. Fait que, tu sais, mon corps, il en mange bien moins qu'il en mangeait quand j'avais comme 20 ans. Fait que, tu sais, c'est là que tu te trouves des trucs, tu work plus ta foule, tu joues plus le personnage, tu essaies de compter une histoire plus élaborée dans le ring que juste faire move. Oh shit, il est tombé sur la tête, là, tu comprends-tu? Là, c'est plus... Ça, tu vis ça quand t'as 18, 20 ans, puis tu veux vraiment épater la galerie, là, mais après ça, tu sais, t'es comme, man, moi, je veux être capable d'aller travailler lundi, puis je veux être capable d'être là la semaine prochaine aussi, quand que j'ai mon booking ailleurs ou whatever, tu sais, fait que ça devient... Faut que tu calcules plus tes moves, là, tu sais. Puis, tu sais, c'est comme dans n'importe quel sport, tu sais, les joueurs de hockey, tu sais, quand t'as 15-20 ans d'expérience... Pardon. Tu as 15-20 ans d'expérience, il y a des choses qui s'apprennent juste comme ça. Tu
souhaiterais avoir quand tu commences, justement, de travailler plus intelligemment, de ton placement, de comment tu réagis, de quand est-ce que tu prends ton temps, quand est-ce que tu portes ton attention à la foule, que tu interagis avec eux, puis que justement, tu n'es pas comme à 200% de garrocher puis de pas faire attention à ton corps. Mais pour te rendre là puis atteindre ce niveau d'expérience-là puis de compréhension, tu n'as pas le choix de faire le cave puis de faire des erreurs puis de te péter la face dans le mur puis de réaliser comme « Ah non, OK, non, c'est pas ça qu'il faut que je fasse, il faut que je me réajuste puis je fasse ça. » Puis c'est... Puis, y a-tu beaucoup de problèmes avec les lutteurs maintenant à votre stade, à votre niveau, avec comme la toximanie, puis les painkillers, puis tout ça? Parce que quand même, il y a beaucoup de blessures. Tu sais, ça fait mal. Puis moi, je vois des grands lutteurs qui doivent sortir à chaque semaine ou à chaque 3 jours, qu'eux ont des problèmes. Est-ce que ça arrive à notre niveau ici aussi, qu'il y a des gens qui sont fuckés maintenant parce qu'ils ne peuvent pas vivre sans des painkillers, puis tout ça? Je pense pas que ça l'existe. Non, excuse-moi, je reprends. Je dis pas qu'il n'y en a pas du tout, mais c'est pas aussi commun. C'est pas aussi commun. Moi, je vais toujours m'en souvenir. C'est parce qu'il y a une affaire qu'il faut que tu comprennes, c'est que personne paye son hypothèque avec ça. Fait qu'ils sont pas obligés d'absolument travailler pour être payés en tant que lutteur. Là, fait que, je veux dire, quand il y a des blessures, c'est plus facile pour nous de dire « OK, là, je vais prendre un break, je vais me guérir, puis après ça, je reviendrai. » Je dis pas qu'il y en a pas qui en prennent pas, mais moi, je vais toujours m'en souvenir. J'étais je vais brag, là. J'étais en Allemagne. Il y avait un tournoi. En Allemagne, 3 ceintures. Dis donc que tu es allé au Mexique aussi, un coup J'étais allé au Mexique aussi, 2 semaines. M'entraîner avec la CMLL. Mais j'étais à WXW. Moi, je luttais pas. J'accompagnais un de mes amis qui luttait sur un genre de tournoi qui était comme sur 3 jours. Puis je vais toujours m'en souvenir que. Puis on dormait comme dans des dortoirs avec tous les lutteurs. Puis dans le temps, là, c'était dans le temps que genre Bryan Danielson était genre ROH. C'était même pas Seth Rollins, c'était Tyler Black. J'avais tout Sami Callihan. Il y avait tous ces gars-là avec nous autres là, qui commençaient, qui étaient encore sur les Indies, puis tout ça. Puis il y avait une gang d'Anglais qui était là. Puis on est tous en train de chiller genre dans le dortoir après un show, après le premier show, je pense, parce que c'était comme sur 3 jours. Puis là, il y en a un qui sort sa bouteille de painkiller, genre, puis il fait juste la shaker de même, genre. Puis je te dis, là, tout le monde a arrêté de parler, puis tout le monde a levé sa main en disant, genre, ship-moi ça, genre. Puis là, tu sais, nous autres, moi puis mon chum, on n'est pas là-dessus, on connaît pas ça, on touche pas à ça. Puis moi j'ai des tendances vraiment intenses, là, genre, fait que tu sais, je me dis, faut que je me tienne loin de ça, parce que... Nous, on a le sirop d'érable. C'est ça. Mais tu sais, là, tout le monde en a pris, puis là, tout d'un coup, tout le monde est devenu amorphe, là, genre, puis tout le monde était comme s'il avait fumé un gros bat, là, genre. Oh, ouais. Puis là, j'étais comme, aïe, c'est tellement une autre mentalité que nous autres, mais ces gars-là, ils veulent vivre de ça, tu sais. Ouais. C'est avec ça, ils veulent être carriéristes là-dedans, ils veulent payer leur hypothèque avec ça, fait que tu sais, ça devient un mal nécessaire, j'ai l'impression, pour eux autres, parce que, comme je te dis, il faut qu'ils le fassent non-stop, parce que souvent, à ce stade-là, en plus, quand tu luttes pas, t'es pas payé, là. Fait que si tu t'arrêtes pour guérir une blessure qui est pas nécessairement grave, ben que tu penses que tu es capable de continuer là-dessus, ben je pense que tu vas plus aller choisir cette option-là pour être sûr de continuer à faire rentrer de l'argent. Puis ce qui arrive, c'est que la lutte, c'est comme un train qui arrête pas. Là. Fait que quand tu es sur un high, puis là, ben, tu commences à avoir des pushs, puis à lutter à plein de grosses places, puis à avoir des gros matchs, tu veux pas arrêter. Non? Tu veux pas prendre 2 mois off pour guérir d'une blessure parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va prendre ton spot. Ta place, tu vas perdre ton momentum. Fait que ces gars-là, qui aspirent à vivre de ça, ou dans les années 90, toutes les histoires qu'on entend de monde qui était comme gelé bin à longueur de journée, c'est painkiller. Ben c'est ça, là, c'est OK, ben je veux continuer parce que je veux le gros spot, je veux monter en haut, je veux un contrat, je veux être payé. Fait que tandis qu'au Québec, ben oui, il y a cet aspect-là, de quand t'es au top puis tu vas avoir les gros spots pareils, mais tu gagneras pas ta vie avec ça, c'est ça, là, fait que c'est pour ça que ce problème-là, en tout cas, parmi nous, n'est pas vraiment... Mais est-ce qu'il y en a qui en prennent? Sûrement. C'est sûr, ouais. Mais moi, je voulais juste savoir si c'est, comme tu disais, comme l'exemple que tu as utilisé en allemand, c'est vraiment ça. J'ai entendu des histoires comme ça, mais jamais ici au Québec. C'est toujours aux États-Unis. Quand je parle aux lutteurs qui sont aux États-Unis, même dans les indies, ils me disent ça. Ils disent, ouais, il y a des gens où s'ils vont recevoir le contrat puis ils vont être au WWE, tout ça, ça va pas durer longtemps parce que comme... Ils dépassent les protocoles. Comme ils sont déjà au bout du rouleau. Ouais, ils sont déjà comme à la limite. Ils ne peuvent pas travailler une vraie job normale maintenant parce qu'ils sont foqués à cause qu'ils ont besoin. Tu te souviens, comme les histoires de Kurt Angle,
Lui, je sais pas comment il est pas mort. C'était toutes les affaires de pilules. Ouais, Kurt Angle à TNA, là, Ouais. Perk Angle. Ouais, là, Perk c'est- Angle, c'est, exactement, ouais. C'est comme c'est un autre niveau. Là. Ouais. C'est Perk Angle qui court sur le stage puis qui fait des front flips dans la foule. Puis t'es plus là. Qu'est-ce que vous pensez que, comme en court terme, on peut faire ici au Québec pour augmenter, pas juste la visibilité, mais la qualité, puis la qualité de vie aussi des lutteurs avec les organisations? Y a-t-il quelque chose comme des idées que vous avez dans la tête, comme « Ah, shit, si ce serait possible de faire telle affaire, on peut nous ramener à un autre niveau. » Y a-t-il des idées comme ça? Ben, il va falloir que... C'est parce qu'il y a une autre affaire qu'il faut que tu comprennes, c'est que là, 20 ans, quand je commençais, il y en avait qui prenaient ça au sérieux dans le sens que c'était important de s'entraîner, d'avoir un beau look, d'avoir un personnage, puis d'avoir genre du charisme, là, tu sais. Mais ça l'était pas tant important. Moi, là, je suis rentré en disant... Moi, j'avais 14 ans quand j'ai commencé, là, puis j'ai dit « Hey, moi, je veux devenir lutteur dans la vie. » Puis je me suis fait dire « Tu feras jamais rien avec ça parce qu'il n'y a jamais rien à faire avec ça au Québec. » Fait que, tu sais, j'ai tout de suite été cassé dans ma mentalité de devenir professionnel. Puis je suis tout de suite allé dans le « on fait ça pour avoir du fun entre boys ». Fait que tu sais, comme le gym, il devient bien moins important, puis il devient... Fait que tu fais ça pour le fun parce que tu te rends compte que tu es quand même capable de performer même si tu n'es pas au top de ta forme physique, tu sais. Tu donnes pas un bon show, là. Tu deviens pas intéressant pour genre les autres fédérations puis le monde aux États-Unis ou whatever, mais tu es capable de rouler ta bosse puis tu es capable d'avoir ton petit rush de performer devant le public, tu sais. Puis ça, cette mentalité-là, j'ai l'impression qu'elle l'est encore aujourd'hui pour bien des places au Québec. Puis tant qu'on ne sera pas tous en train de se dire, là, regarde, c'est important que tu ailles au gym 4-5 fois par semaine, que tu travailles sur ton look, que tu t'assures que tu es crédible aux yeux de tout le monde, puis que tu t'assures que tu performes bien, puis que tu performes surtout solidement, que tu perds pas de gaz pendant ton match, que tu es capable de passer à travers, tu sais, que tu deviennes assez athlétique pour être spectaculaire puis être intéressant pour le public. Tant qu'on n'est pas tous les boys ou les filles à avoir cette mentalité-là dans le ring, ben on pourra pas l'amener au prochain niveau, tu sais. On est beaucoup là, à se donner ce mal-là là, au Québec, mais on n'est pas tout le monde à le faire. Puis ça, je pense que tant que ça ne sera pas généralisé, parce que cette mentalité-là, elle l'est dans les maritimes, puis elle l'est aux États-Unis. Tu sais, oui, il y a du garbage dans n'importe Partout. quoi, là, mais je pense qu'elle est bien plus généralisée dans ces sphères-là qu'elle l'est au Québec. Parce que je pense que collectivement, il y a encore trop de monde au Québec qui joue à la lutte. Ouais. Au lieu de prendre ça au sérieux Mais- puis de comprendre que tu t'en vas livrer, je le disais tantôt, tu vas livrer un spectacle devant une foule qui paye pour venir voir le show. C'est ta responsabilité de donner un show de qualité qui est crédible et qui va leur donner envie de revenir. Tu sais, c'est ta responsabilité en tant qu'athlète, tu sais, de t'entraîner, c'est d'étudier ton art, d'essayer de t'améliorer, de prendre la critique aussi. Tu sais, il y a trop de monde qui joue à la lutte, il y a trop d'ego dans le backstage. Où est-ce que tu essaies de leur donner du feedback qui sert à les améliorer, qui sert à donner un meilleur show, puis qui vont le prendre personnel, qui vont être insultés, qui... Tu sais, c'est... Pour percer, je pense que ça prend plus de sérieux, puis je pense que ça prend plus d'humilité aussi dans la lutte au Ça, Québec. je suis tout à fait d'accord avec toi. Par contre, je pense pas que les gars ou les filles ou peu importe qui veut jouer à la lutte, là, mais vous avez le droit d'exister, là, dans le sens qu'il y a un marché pour ça. Là, tu sais. Il y en a qui aiment ça, de voir leur gang de chums se taper entre eux autres, pas trop sérieux, un peu boboche, dans un schlag, là, dans un sol d'église. Il y en a qui recherchent ça. La seule affaire, c'est que la journée là, qu'un média là, ou que on a besoin, peu importe devant qui ou devant quoi, de représenter la lutte indépendante québécoise, faut juste s'assurer, puis là, je veux pas être désagréable, mais il faut juste s'assurer que c'est pas eux autres qui s'en vont parler. OK, Parce que, je comprends. tu sais, je veux dire, moi, là, si, admettons, je décide de faire un documentaire sur qu'est-ce qui est l'humour au Québec, puis je m'en vais voir l'open mic dans la Chic Régale, dans Pointe-Saint-Charles, puis je dis, c'est ça, la lutte au Québec, voyons, l'humour au Québec, il y en a une couple qui vont lever la main et dire, hey, non, c'est vraiment pas ça, là. On travaille bien plus fort que ça, là, genre. Fait que, tu sais, c'est là de bien jouer ses cartes à qu'est-ce qu'on veut montrer au public
ou à l'opportunité qu'on a d'augmenter à l'autre niveau. T'sais. Mais est-ce que ces gens-là ne méritent pas leur place? Je pense que c'est dur à dire parce que il y a des places comme ça que dans des quartiers, mettons, plus pauvres à Montréal, que je pense que c'est important qu'ils soient là parce qu'eux autres, ils accueillent n'importe qui. Fait que le jeune là, qui a de la misère chez eux, qui pourrait se retrouver dans la rue le samedi soir à faire des niaiseries, mais que pour 2, 5 piastres ou même gratuit, il peut aller voir le show de lutte puis avoir une gang à qui il peut s'attacher puis avoir un projet aussi qui va lui donner le goût d'être sage pendant le reste de la semaine ou pendant le reste du mois pour être là le mois prochain. Ben, je pense que c'est là que ça devient important parce que c'est là que ça a sa raison d'être. Mais après ça, est-ce que c'est eux qui doivent représenter le main stage? Non. Non, vraiment pas, là, tu sais. Alors, question sérieuse, est-ce que vous pensez que ça peut marcher? On va dire que demain, il y a une... je sais pas, on va dire que t'es nouveau. Quelque chose qui dit que on va faire de quoi? On va créer une nouvelle fédération québécoise de lutte. On veut travailler, ça c'est nouveau, on va vous donner un show par semaine, live, pour compter les histoires puis tout ça, pour que ça commence bien. Un grand événement, on va dire, à chaque 2 ou 3 mois, comme les pay-per-view étaient avant. Puis la tournée va être comme Montréal, Gatineau, Québec. On a des places où on sait qu'on va lutter. Mais pour le rendre quelque chose qui est crédible, on doit prendre de tout le monde. Toutes les fédérations doivent travailler ensemble. Vous pensez que ça serait possible ou il va y avoir des gens comme hey, moi, j'ai NSPW, je ne veux pas que je perde ça pour rentrer dans cette nouvelle union. Même chose avec, on va dire, MEW, IWS, tout ça. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Parce que moi, dans ma tête, c'est cool comme idée, mais je pense que toutes les fédérations vont dire mais je suis pas trop sûr parce que là, moi, je perds. Moi, je vais perdre, c'est sûr. Je ne vais pas faire mon argent. Mais je pense que si tout le monde se met ensemble, ça peut créer quelque chose de spécial. Mais je pense que ça peut fonctionner, mais tout dépendamment de comment c'est organisé puis qui prend les décisions en haut de ça. Parce que d'avoir plusieurs promotions qui se mettent ensemble pour créer une série de shows, ça a déjà été tenté, puis ça fonctionne pas super bien parce que tout le monde veut tirer à couverte de son bord, puis bien paraître parce que tout le monde sait qu'un coup que ça finit, ben tout le monde retourne à leur promotion, puis veut pas avoir de l'air d'avoir moins bien paru par rapport à une autre promotion. Mais si tu as quelqu'un à la tête de ça qui va puiser un peu partout, puis qui est reconnu comme la personne qui va décider, ou le groupe qui n'a pas... Un Jacques Rougeau. Ou quelqu'un qui n'a pas d'allégeance spécifique à une des promotions puis qui fait juste réunir les meilleurs talents, ben, il pourrait avoir quelque chose qui fonctionnerait là-dedans, mais là, après ça, on tombe dans la visibilité parce que c'est ça, t'as beau faire le meilleur show possible, si personne n'en entend parler, ben... Mais est-ce que tu as expliqué, là, en gros, moi, ce que je trouve, là, dites-moi si je me trompe, ben, je veux dire, c'est ce que Vince McMahon a fait. Ouais, dans le sens que il y avait beaucoup d'argent, il a été parrainé les meilleurs talents qu'il y avait sur tous les territoires, mais en bout de ligne, ce que ça a fait, c'est que ça les a tués, ces territoires-là. Fait que, c'est pour ça que je dis les petites promotions vont pas être d'accord parce que c'est du suicide. Non, c'est du suicide. Ben, c'est pas du suicide dans le sens que c'est pas eux autres qui ont décidé de mourir, mais c'est sûr que ça va les tuer. Mais c'est parce que là, en bout de ligne, le seul moyen que ça peut fonctionner, cette idée-là, c'est avoir quelqu'un qui a beaucoup d'argent puis qui assure que ça va devenir notre travail. Puis ça, ben, c'est des grosses productions là, qu'on parle. C'est une grosse affaire. Là. Puis tu sais, je veux dire, en bout de ligne, ben, la popularité, je pense pas qu'elle... C'est un peu AEW, non? C'est Tony Khan qui a beaucoup d'argent puis qui a ramassé les meilleurs talents sur les indies puis qui... La seule affaire, c'est que tu vois, aujourd'hui, ça a dû en Mais lui, il sait pas qu'est-ce qu'il fait, je pense, parce que, je sais pas. Honnêtement, il est très passionné. Il est très, très passionné, mais c'est du trash. Ouais. C'est pas... Puis il y a des talents, des bons talents, mais j'ai essayé de... Non, mais il dit oui à n'importe qui. Il y a bien trop de monde sur son roster. Ouais. Il fait venir le gars qui est supposé de tout changer. Il l'utilise un mois, puis après ça, on le voit plus du tout. Moi, je l'écoute pas, la AEW. Là, ça m'intéresse pas tant que ça. Là, mais de ce que je vois sur les réseaux sociaux, puis de loin, mais c'est un clusterfuck. C'est vraiment ça. Moi, je vais suivre les pay-per-view une fois de temps en temps parce que il va y avoir des gros matchs. Mettons Will Ospreay contre Bryan Danielson en tant que fan de lutte, ça m'intéresse. Mais suivre de semaine aux semaines, c'est ni queue ni tête. Il n'y a rien pour capter mon intérêt. Puis déjà que aujourd'hui, notre attention est divisée à travers un paquet de trucs, là, que ce soit les jeux vidéo, les séries télé, plein de promotions de lutte, vivre, sortir dehors. Faut que tu aies quelque chose qui va venir capter mon intérêt. Puis
de semaine en semaine, c'est pas un produit qui vient me chercher. Là. Mais tu te demandais ce qu'il faisait, de la coke, probablement. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Il y a des vidéos sur YouTube de Tony Khan en conférence de presse où il compte le temps entre ses clignements d'yeux, puis c'est comme une minute, là, 1 minute et demie, bien allumé. Non, ça oui. Et puis lui, je pense qu'il y a un problème de comme toutes les choses qu'il voulait, il les recevait à cause que son père était extrêmement riche. Alors, moi, je pense qu'avec la lutte, lui, il pensait que ça va être facile. Moi, je veux que ça soit un succès. Alors, ça va être un succès, mais ça marche pas comme ça. T'sais. Mais à la base, c'était super prometteur. Là, finalement, il y avait de la diversité ou de la... Voyons, il y avait quelqu'un qui est stand-up à la WWE. C'était pas arrivé depuis WCW. Fait que nous autres, on était comme finalement. Puis en plus, il va chercher tous les tops de tout ce qui est indépendant. Fait qu'on est comme Chris, ça va être malade. Mais là, après ça, mais moi, ce que ça m'a fait réaliser aussi coup, c'est à quel point la WWE était rodée au quart de tour. Oh, ouais. C'est là que tu réalises ça parce que, tu sais, tu regardes, puis ça me l'a fait encore plus réaliser parce que pendant que ça a parti, j'ai eu une passe de. Je sais pas si tu te souviens, là, mais t'avais la ECW dans le temps. Là. Ouais, bien sûr. Moi, je tripais là-dessus bien raide, genre. Puis quand que WWE a acheté ECW, ils ont fait un One Night Stand. Ouais. Puis tu réécoutes ce One Night Stand-là, là, tous les gars de la ECW, ils botchent. Toute la gang. Puis tandis que tous les gars de la WWE, mon gars, sont bien tight, font bien leurs affaires, puis tout. Fait que tu te rends compte que, tu sais, on peut critiquer autant qu'on veut, là, genre, là. C'est quand même une machine milliardaire, puis pas pour rien. Oui, il niaise pas. Il y a eu du travail en arrière de ça, puis il y en a encore. Fait que tu sais, que tu aies le cash, puis que tu aies les bonnes idées, qui sont finalement pas été si bonnes que ça, là, mais tu sais que puis là, que tu amènes ça, on est comme, OK, finalement, genre, la WWE va falloir qu'ils se bougent le cul un peu parce que ça fait un bout qu'on dit qu'ils s'assoient sur leur laurier, tu sais, mais tu te rends compte que Chris, ils sont pas là. Ils sont pas là, pas en tout, là. Puis souvent, ben là, ils font exactement les mêmes erreurs que la WCW faisait. Ils vont chercher tous les vieux pour essayer de remettre ça sur le top. Là, il dit aux jeunes, tassez-vous un peu, tu sais. Puis ce que le TNA a fait aussi, qui avait été un problème, tu sais. Fait que t'es comme, là, t'es tout en train de refaire les mêmes erreurs que toutes les compagnies qui sont mortes avant toi, qui essayaient de tenir tête à la WWE. Puis là, ben, tu sais, ça donne ce que ça donne aujourd'hui, tu sais. Puis si tu compares, mettons, avec la E, je pense que ce qui manque à AEW, c'est une vision globale. Tu sais, c'est un paquet d'idées garochées à gauche puis à droite. Puis à un moment donné, Ils n'ont pas de scripteur, ils n'ont rien, ils n'ont pas d'auteur. Ils disent non, ça va être indépendant, ça va être les lutteurs qui créent leur histoire et tout ça. Je pense que les plus haut placés ont leur mot à dire, mais il me semble que le scripteur, c'est Tony Khan. Ouais, c'est lui que au début, tout le monde avait comme une indépendance. Puis là, c'est lui qui comme tout ramené ça pour essayer de donner un peu plus de cohésion, mais tu sais, c'est probablement que quelqu'un arrive avec une idée, puis non, OK, on va faire ça, puis on va faire ça, tandis que tu regardes le produit de la E, il y a comme un feel de, tu sais, comme une saison de série télé. Exactement, c'est professionnel. Tu sais que la main gauche par la main droite, tandis que AEW, c'est comme, je suis pas sûr que ce segment-là tient compte de cela, puis c'est comme, OK, ça c'est un cool match, on va le faire, tu sais. Aucun build-up, mais on va booker tel gars contre le fils de Dynamite Kid, puis les fans de lutte vont triper qui savent c'est qui. T'sais. Ouais. Il y a souvent pas de suivi aussi sur qu'est-ce qu'ils font. Puis ils sortent une belt équipe de 3, ils donnent à une gang, puis il n'y a personne pour affronter cette gang-là. Puis t'es comme, ben là, fallait que tu y penses un peu au début. Puis là, ça c'est quand les ceintures de Ring of Honor sont pas défendues en plus, comme s'il n'y avait pas déjà de 12 ceintures. Par contre, on ceintures. chiale, ça a amené une plateforme de plus pour des Québécois quand ils viennent à Montréal pour avoir genre un feel de qu'est-ce que c'est d'être sur un show professionnel. T'sais. Fait qu'il y a quand même ce bon côté-là. Oui, il y a plein de positifs. Il y a des cool matchs. C'est d'avoir l'occasion de voir un gars comme Will Ospreay lutter contre les meilleurs aux États-Unis. Puis ça c'est cool. Ouais. C'est le gars est un des meilleurs lutteurs au monde. C'est comme une petite coche en dessous de Kenny Omega à mes yeux. Fait que il y a plein de positifs que ça amène. Puis ça amène qu'il y a des gars qui vivent de ça et des filles qui vivent de ça aujourd'hui qui n'auraient jamais espéré vivre de ça. Mais est-ce qu'il y a des choses qu'on peut critiquer et dire qu'ils pourraient faire mieux? Absolument. Ouais, mais oui, mais aussi que je voulais en venir, c'est que ça a quand même amené genre 6 Québécois à vivre leur vie de ça d'un coup. Fait que ça, c'était incroyable. Ça, c'est incroyable.
Puis pour le 15 juin, on s'attend à quoi? Pour le 15 juin au Pavillon de la Jeunesse, ça va être un gros show. On a ancien de la WWE, Shelton Benjamin, qui va être là. Oh shit! On va lutter contre Mark Marston, qui est un des lutteurs les plus sous-estimés, à mon avis, au Québec en ce moment. Oh, ouais, il est très bon. On va avoir Matt Riddle, ancien de la UFC, ancien de la WWE, qui va être là Matt aussi. Riddle va être là! Oui, on va affronter Zach Patterson. Puis on a un paquet d'autres matchs. On a un TLC en finale pour la ceinture avec Benjamin qui va défendre sa ceinture contre Travis Toxic Quand je te disais que j'étais trop vieux pour faire des niaiseries, mais j'en fais encore, on dirait. Ouais, trop vieux s'en va dans un combat avec des tables, des chaises puis des échelles. Ouais. Moi, je veux couper une promo sur Matt Riddle. C'est ça que je veux faire. Ben, t'as tout le setup pour ouais, je la voulais. vidéo. Mais c'est une grosse carte, 8 matchs. On a le championnat Junior Heavyweight qui est un championnat qui est normalement principalement obtenu par des hommes. C'est une femme en ce moment, Lou Farrell, qui a la ceinture, qui va la défendre contre une autre femme, Christara, qui est une des plus hot up-and-comers en ce moment sur la lutte féminine. Dans les nouvelles filles, là, c'est vraiment celle à se concentrer, à regarder évoluer. Là, elle va vraiment être bonne. Fait que, 2 des meilleures lutteuses au Québec qui vont se battre pour un championnat qui est historiquement principalement masculin. Ça va être un très cool match. Écoute, c'est une grosse carte. Là. Les meilleurs au Québec sont là. Ouais. Puis Ça, c'est vrai. Je vais être dessus. C'est moi, le main event. Justement, on va se parler après. J'ai perdu mon spot. Ça, c'est le main event. Mais le 15 juin, pavillon Guy Lafleur, pavillon de la jeunesse à Québec. Puis tu sais, je veux dire, si tu n'as jamais vécu c'est quoi le marché de Québec au niveau lutte indépendante, c'est vraiment le moment d'y aller parce que ça va être vraiment grandiose sur qu'est-ce qu'on peut faire du restant de l'année. Tu sais, oui, la place habituelle est nice, il y a bien du monde, c'est cool, l'ambiance est bonne, la bière est bonne, mais tu sais, là on amène vraiment des notes de noblesse à ce que la lutte peut être, à l'amener dans un gros amphithéâtre. Là, moi, je voulais venir, je t'ai invité. OK. Je voulais venir, mais j'étais... Là, pourquoi tu viens pas? Je suis booké. C'est quoi? Okay. Je vais checker ça maintenant. En plus, on a un meet and greet avant le show. Raymond Rougeau va être là. Ouais, Raymond Rougeau. Ça, je suis vraiment stoked de ça. Là. Ça va être... c'est cool de l'avoir avec nous. J'ai l'impression que, en tout cas, en espérant qu'il va avoir du plaisir et qu'il va être confortable, mais j'espère que ça va être un genre de gage de crédibilité là, à l'événement. Ouais, c'est ça. J'ai 3 shows de... j'anime le show de Burlesque parodie de Star Wars. Là. Okay. C'est moi qui anime ça. Puis le 15, il y a 3 shows au Rialto à Montréal. Alors, c'est juste pour ça. Sinon, fuck, je voulais vraiment être là. Je l'ai vu, le show de Star Wars. C'est quelque chose. T'étais-tu... Quand moi, j'ai animé? Je pense que c'est là que je t'ai vu. Je savais que c'était au National? Oui. Ah ouais, c'était moi, ouais. Ah, Fait une heure que j'en savais. Ouais, je t'avais vu quelque part. Ouais, c'était moi. Non, mais c'est parce que... C'était un bon show? Oui, excellent. Mais tu sais, comme ça fait une heure que je sais que je l'ai vu ailleurs dans un autre contexte, puis je ne le replaçais pas, mais ouais. Ouais, c'est vraiment ça. C'était un contexte bizarre. C'était... je dis à tout le monde, c'est une side mission que je fais maintenant. Ils m'ont approché pour faire ça, puis moi, je pensais qu'ils me niaisaient, que c'était pas vrai. Ouais. C'est quand quelqu'un dit hey, on a une show parodie Burlesque Star Wars qui est internationale. Je sais comme OK, ouais, c'est ça. Puis je dis qu'est-ce que tu voulais avec moi? Il dit on a besoin de quelqu'un qui parle 2 langues, qui est bilingue pour d'autres places au Canada. Puis j'étais comme c'est vraiment moi là, que vous avez besoin? Je sais rien, je danse pas. Puis on dit non, je pense que ça va marcher. Alors jusqu'à date, c'est très fun. Pendant 3 semaines, j'étais à fucking Ottawa pour faire des shows là-bas. Tu fais juste Montréal ou tu fais non, c'est ça. Au début, c'était juste Montréal. Après, ils m'ont demandé parce que le monde, apparemment, quand le monde sort, il parle du show. Puis plein de gens parlaient de moi. OK. Au lieu des danseuses. Alors, ils ont dit, OK, il y a quelque chose ici. Veux-tu faire le contrat à Ottawa? Je dis, OK, c'est pas loin, je vais faire ça. Puis après, ils m'ont dit, on va revenir à Montréal parce qu'on a vendu tous les billets. Veux-tu faire le deuxième run à Montréal? Je dis comme, OK. On va faire ça. La troupe, elle vient d'où à la base? C'est parce qu'il y a comme 5 troupes différentes Okay. qui font ça en même temps. Mais la troupe canadienne vient vraiment de Canada, mais plus Vancouver puis Toronto. Okay. Puis c'est des danseuses c'est les cheerleaders des Raptors, surtout des hauts niveaux. C'est pour ça que le show était... Moi, au début, je pensais que ça va être juste des gens qui dansent pour le fun. Je savais pas que c'était quelque chose de professionnel à ce niveau-là. Puis les gens qui ont commencé le show, qui ont créé ça, c'est des gens de Vegas, puis tout, c'est des grands shows, des grands spectacles qu'ils font. Alors, c'est pour ça que c'était vraiment quelque chose de spécial. Puis maintenant, je suis devenu ami avec tout le monde, tu sais, puis on a notre petite tournée. Puis je sais pas si ça va continuer après l'été, mais jusqu'à date, pour moi, j'ai eu beaucoup de fun avec ça. Non, c'est vraiment quelque chose, c'est impressionnant. Tu sais, surtout en plus, si t'es fan de Star Wars, il y a plein de Easter eggs, puis en tout cas,
je veux pas spoiler rien à personne, mais Wrecking Ball. Ouais. Moi, je sais pas, je suis pas allé parce que je suis pas un nerd. Ouais. Puis c'est drôle quand des fois je les traite de nerd. Puis tu vois certaines personnes sont comme offensifs, tu sais. Mais non, c'est drôle, c'est beaucoup de fun. Tout le monde, même des gens qui ont jamais écouté Star Wars, ils aiment ça parce que c'est beaucoup de fun. C'est comme la lutte, tu sais, beaucoup de pageantry, beaucoup de choses à voir, athlétisme. Tu sais, les danseuses sont. Après certains numéros, tu vois, puis t'es comme tabarnak, ça c'est pas facile. C'est comme, tu fais ça chaque soir. Pas. Ouais. Oh, alors, c'est quelque chose de spécial. Puis au début, je pensais que c'était stupide que je fais ça. Puis après certains bouts de temps, j'étais comme, tu sais quoi? Fuck, je suis très chanceux de faire partie de ça. C'est une bonne gig. Ouais, un bon gig, puis c'est juste fun. Tu sais, c'est quelque chose de différent pour moi. Ça n'a rien à faire avec les podcasts ou stand-up. C'était quand même un peu du mic work, du crowd work. Là, Mais pour moi, parce que j'aime pas ça animé, je viens d'apprendre parce qu'on faisait 8 shows par semaine pendant 5 semaines à Montréal. Après, j'ai eu le mois à Ottawa, puis maintenant on revient. Alors, j'ai découvert ma capacité d'animer. C'est drôle parce que l'été passé, je t'ai vu genre animer un show, Pantelis and Friends. Là. Mais tu veux dire en anglais ou en français? Me semble que c'est en français. Là, alors, je faisais Les Rebelles. Okay. Je faisais Les Rebelles avec Mike puis tout ça. Puis, ouais, Pantelis and Friends sur la scène dehors. Ouais. Parce que c'est ça qu'ils voulaient. Non, tu devrais animer. Mais moi, j'aime pas ça animer. Je trouve pas que je suis assez bon. Moi, je trouve tu le fais que... quand même. Mais quand même, tu sais... Money talks. Money talks, ouais. Puis quand le monde demande, non, ça va marcher, je crois, OK, ils savent de quoi ils parlent, ils veulent que j'anime. Mais moi, je connais mes capacités, je connais mes faiblesses puis mes forces. Puis mes forces à moi sont pas dans... Ou peut-être, je sais pas... Je suis bon, mais il y a d'autres animateurs beaucoup meilleurs que moi. Ouais. Mais ça, c'est l'humilité. Puis on a tous dit que c'était important aujourd'hui. Donc, ouais, c'est vrai, c'est ça. Ben, les gars, honnêtement, merci d'être venus au Frenchcast. J'espère que je sais que ça va être un succès. Puis, fuck, si je travaillais pas, je serais là pour couper une promo sur Matt Riddle. On voulait te proposer d'animer le show. Ouais, mais, c'est pas tes forces. Fait. ben, merci de nous avoir Merci, invités. les gars. C'était super J'aimerais ça cool. beaucoup. Yes, à la prochaine. We've built this prison cell, 'cause we can't trust ourselves.